déchets qui jonchent aujourd'hui le long des grandes artères. L'objectif est clair, plus question de laisser Dakar et ses environs envahis par les ordures ménagères. Selon le ministère de la Culture et du Cadre de Vie, la grève de Veolia ne doit pas plonger la capitale dans une situation méconnaissable. Conformément au principe de la continuité du service public, la tutelle s'est substituée aux concessionnaires. On a le devoir d'assurer la continuité du service. C'est ce qui justifie notre présence avec des techniciens de surface qui veulent travailler, avec des concessionnaires qui veulent nous accompagner. Nous sommes là depuis donc 18 heures pour assurer quand même, on peut soulager quand même la capitale quand même de ces déchets. Il est 1h du soir, nous sommes dans les rues de Dakar Plateau, domaine d'intervention de Veolia. Les décors inhabituels dans certains coins de la rue ne laissent pas indifférents les usagers. En plus de leur mouvement de grève, certains techniciens de surface de Veolia font la ronde jusqu'au milieu de la nuit. C'est l'objectif, s'opposer à la volonté du ministère d'enlever l'état d'immondice. En voulant faire ce travail, donc nous avons été donc confrontés donc à des réticences donc de la part des grévistes donc qui nous ont menacés. Mais nous on les a expliqué quand même, ils ont le droit d'aller en grève, mais nous aussi on a le devoir d'assurer la continuité du service. Pour la réussite de leur opération, il a fallu l'intervention de la police centrale de Dakar. L'opération commando est déclenchée pour faire face à la grève de Veolia. Elle sera maintenue jusqu'au retour à la normale de la situation. Nous sommes pratiquement au retour à la normale, justement par rapport à ces tas d'ordures visibles à Dakar. Le ministère du Cadre de Vie et Veolia viennent de signer un accord. Cet accord vise à débarrasser la capitale de donc de ces ordures. Nous vous proposons tout de suite d'écouter la réaction des deux parties. Nous étions tous là, y compris les représentants des syndicats. Nous avons échangé et avons trouvé un terrain d'entente. Fini la grève, nous allons automatiquement reprendre le travail. Nous avions arrêté le travail pour nos paiements de salaire. Dès lundi, nous aurons nos salaires. Ainsi, Veolia va renégocier son contrat avec le ministère du Cadre de Vie. Cependant, nous présentons toutes nos excuses pour les désagréments causés par cet arrêt de travail. Et nous avons pu véritablement mettre sur la table tous les problèmes qui se sont posés ces derniers jours, mais également les problèmes qui se posent depuis quelques mois. Et je suis heureuse, après M. Sorna, donc, de dire que cette grève, cet arrêt de travail est terminé. Nous allons nous mettre tous ensemble pour qu'il soit payé le plus rapidement possible. Et je pense que ça va se faire au plus tard lundi, Inch'Allah. Nous allons faire en sorte également que tous les travailleurs de surface, tous les techniciens de surface, tous les techniciens, les travailleurs du nettoiement soient ensemble. Je pense que ça, c'est une obligation qui amoindrira beaucoup de problèmes. Ils vont se retrouver ensemble au sein d'une même structure, ils auront les mêmes acquis, ils auront certainement les mêmes problèmes, mais ils auront également les mêmes avantages. Et je pense que ça, c'est important pour eux, c'est important également pour nous en termes d'harmonisation et de gestion de ce personnel. Donc voilà ce que nous avons d'un commun accord décidé avec le directeur de Veolia. Bien entendu, je vais rencontrer le directeur de Veolia tout de suite pour qu'on puisse voir maintenant par rapport à ça, comment nous allons nous accorder et comment donner également à Veolia une surface qui leur permette de pouvoir travailler également dans la sérénité. Journée de la consommation célébrée ce 15 mars, l'Union nationale des consommateurs l'a marquée à sa manière. Elle en a profité pour mettre en place un parti politique dénommé MDS. Le mouvement de la demande sociale ambitionne de régler les problèmes liés à la consommation au Sénégal. Écoutons à ce propos Khadijata Gaye Ndiaye, secrétaire général MDS, avec Safoura Sow. Dans un pays où pratiquement près de la moitié vit sous le seuil de la pauvreté, alors nous avons réfléchi en tant que mouvement associatif que peut-être le mouvement associatif a des limites
Et pour aller au-delà de ces limites et de ces contingences, nous avons décidé de nous muter, de créer plutôt un parti politique dénommé le Mouvement de la demande sociale. Ce mouvement vient d'être créé et nous avons été reçus hier par la coalition Benno Bokk Yakaar avec le président Macky Sall, qui nous a donné des garanties sûres sur une meilleure prise en charge des besoins des Sénégalais. Donc, avec leur simulation, je crois que des baisses considérables seront notées sur le prix du riz, de l'huile, du gaz et du sucre. Le parti vraiment pourra accéder aux instances de décision et également porter donc les revendications de la population au niveau de ces instances décisionnelles. Un nouveau parti politique donc au Sénégal, Parti des consommateurs. Actualité internationale, Congo, le procès de Lubanga intéresse les populations à Kinshasa, tout comme à Goma. Les défenseurs des droits humains saluent ce qu'ils qualifient d'avancées significatives. Reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants pendant la guerre civile entre 2002 et 2003, Thomas Lubanga risque la peine maximale. À Goma, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ses habitants ont les yeux rivés sur la télévision. À l'écran, le procès de Thomas Lubanga devant la Cour pénale internationale. Pour la première fois mercredi, un seigneur de guerre congolais vient d'être condamné pour crime de guerre. De Goma à Kinshasa, c'est une bonne nouvelle pour les défenseurs des droits de l'homme. La réaction, pour nous d'abord, en tant que défenseurs des droits de l'homme, est positive dans le sens qu'il faut que nos dirigeants, même les seigneurs de guerre, puissent comprendre que tous les actes qu'ils auront à commettre ne resteront jamais impunis. Thomas Lubanga, 51 ans, a été reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants soldats de 2002 à 2003 pendant la guerre civile en Ituri, dans le nord-est du pays. C'est le premier jugement de la Cour pénale internationale en 10 ans d'existence. À Kinshasa, le gouvernement salue une avancée de la justice internationale. C'est un jour heureux pour la justice congolaise. C'est un jour heureux pour le gouvernement congolais, parce que c'est l'occasion pour lui de montrer à travers le monde qu'il a coopéré mieux qu'aucun État au monde avec la Cour pénale internationale, montrant ainsi de manière incontestable sa ferme volonté de lutter contre l'impunité. La Cour pénale internationale a prononcé la condamnation de Thomas Lubanga, mais pas la peine correspondante. Les juges se prononceront dans les prochaines semaines. Thomas Lubanga encourt jusqu'à 30 ans de prison. Jeudi, le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé qu'il demanderait une peine proche du maximum. Le problème du lac Tchad s'invite dans les discussions au 6e Forum mondial de l'eau. Le président Idriss Déby Itno a plaidé la cause de cette principale réserve d'eau douce de la zone sahélienne. Les pays concernés ont besoin d'un financement de 12 millions d'euros. Présent à Marseille pour le 6e Forum mondial de l'eau, le président Idriss Déby est venu plaider la cause du lac Tchad, menacé par l'avancée du désert. Un plaidoyer au nom des 6 pays africains membres du bassin du lac Tchad. Un financement de 12 millions d'euros va permettre une série d'études scientifiques sur la revitalisation des eaux du lac. Le lac Tchad est menacé de dessèchement. Comme vous avez constaté, en 60 ans, on est passé de 25 000 km² à 2500 km². Et le lac Tchad, c'est aussi un environnement social, économique, environnemental. Et donc, il fallait agir maintenant pour sauver l'existant et ensuite chercher aussi d'autres solutions pour son développement durable. 4e lac africain, principale réserve en eau douce de la zone sahélienne, le lac Tchad est menacé par une pluviométrie en baisse et une irrigation croissante provoquée par une forte pression démographique. Les études scientifiques engagées doivent permettre un partage optimum de la ressource entre pêcheurs, agriculteurs et éleveurs, soit près de 10 millions de personnes venues des 4 pays riverains. Il s'agit de mieux comprendre l'écosystème du lac avant d'envisager les grands travaux qui seront peut-être un jour nécessaires. Quand on est face à une zone humide, quand on est face à des phénomènes de biodiversité, il faut faire très attention. Des fois, des solutions que l'on peut croire importantes, intéressantes, elles peuvent s'avérer au bout de 10 ans, 15 ans, contre-productives d'un point de vue environnemental.
Un canal de 2000 km reliant le fleuve Ubangui au fleuve Chari pour alimenter le lac Tchad est actuellement à l'étude. Pour ce projet quelque peu pharaonique, il faudra obtenir l'accord de la Centrafrique, du Congo et de la RDC. Un barrage hydroélectrique situé en Centrafrique permettrait de réguler l'alimentation du fleuve Chari, principal affluent du lac Tchad. En ce qui concerne le transfert des eaux de l'Ubangui, je pense qu'en ce moment, il y a une étude de faisabilité qui a été faite, qui a été présentée au Niger et qui fait l'objet de discussions au niveau de Bangui. Et cette étude de faisabilité propose aujourd'hui deux options que nous sommes en train d'examiner, surtout les questions environnementales qui sont très importantes pour le pays. Une dérivation des eaux du fleuve Ubangui aurait également des conséquences sur le débit du fleuve Congo qui alimente le barrage d'Inga, principale source d'électricité de la République démocratique du Congo. Un sujet complexe et sensible qui nécessitera une parfaite coopération régionale. La Turquie continue d'accueillir des réfugiés syriens. Ankara redoute l'arrivée de près de 500 000 personnes et accuse Damas de miner la frontière qui les sépare. Le camp de Hatay, en Turquie, tout près de la frontière syrienne. Sur le site encore en travaux, les réfugiés s'installent dans de grandes tentes. Ils sont de plus en plus nombreux chaque jour. Aujourd'hui, plus de 200 personnes sont arrivées et on s'attend à en voir venir encore plus. C'est pourquoi les autorités turques installent de nouvelles tentes. Ces dernières 24 heures, ce sont 1 millier de Syriens qui sont arrivés en Turquie. Ce combattant de l'armée syrienne libre a été contraint de quitter sa ville. Nous avons été forcés de fuir la ville parce que l'armée se servait de civils comme boucliers humains. On ne pouvait pas rester. L'armée est responsable de ce bain de sang. Les nouvelles violences à Idlib et à Homs risquent d'aggraver la situation. Le Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU a missionné des observateurs pour recueillir les témoignages des réfugiés. Le Premier ministre turc se prépare à un nouvel afflux. Le nombre de réfugiés a dépassé les 13 000 et il continue d'affluer à cause de la violence et des massacres qui se poursuivent. Le gouvernement turc redoute l'arrivée de 500 000 réfugiés. Leur passage en Turquie pourrait devenir périlleux. Selon Ankara, les autorités syriennes sont en train de poser des mines à la frontière pour empêcher l'exode. Retour chez nous avec le Japon qui appuie la réhabilitation de quelques structures sanitaires et scolaires. Il s'agit principalement de l'hôpital Albert Royer de Fan, du centre Aminata Mbaye ou encore du dispensaire ophtalmologique Baobab. L'objectif de ce geste est d'assister l'État du Sénégal dans sa politique de développement pour le bien-être des populations. Claire Diop. C'est sous les applaudissements que l'on a procédé à la signature des 3 contrats de dons. L'acte entre dans le cadre de l'aide non remboursable pour des projets à la sécurité humaine du Japon. Cela devrait contribuer à soutenir beaucoup de programmes dans les domaines de l'éducation et de la santé au Sénégal. Le but étant de soulager les populations confrontées à des difficultés d'accès aux soins médicaux de base. Le don qui vient à point nommé est destiné à équiper le service de chirurgie pédiatrique. Il comprend l'acquisition d'un lavabo aseptique, d'un bistouri électrique chirurgical, d'un aspirateur chirurgical, d'une table d'opération, d'une lampe cialytique, d'un moniteur de surveillance, d'une table de réanimation chauffante néonatale et d'un respirateur d'anesthésie. Il va nous permettre 2 choses essentiellement: réfectionner le bâtiment, mais aussi ajouter au bâtiment actuel ou aménager dans le bâtiment actuel un bloc opératoire avec de nouveaux équipements. Ainsi, sur place, au cœur des parcelles assainies, en plus des consultations habituelles, des interventions chirurgicales seront pratiquées grâce à l'aménagement du bloc opératoire, d'une salle d'anesthésie et d'une chambre de réveil. L'enseignement spécialisé est aussi au cœur des préoccupations. Pour la 2e fois, le centre Aminata Mbaye est choisi. Le Japon offre 3 nouvelles salles de classe équipées et un bus pour un transport sécurisé des enfants. La réalisation de cet édifice permettra d'accueillir des générations d'enfants déficients intellectuels pour le futur.
Le partenariat fructueux entre les deux pays est salué. Depuis des années, divers projets ont été réalisés dans beaucoup de domaines. Nous avons réalisé diverses coopérations pour le développement de ce pays. Et surtout, nous avons soutenu des projets dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ainsi, le Japon compte continuer ses actions de bienfaisance. L'ambition est de mieux contribuer à la prise en charge des populations les plus démunies pour un bien-être social partagé. Nous nous rendons dans le sud du pays. Des dons pour l'école primaire du Saint-Sacrement de Ziguinchor et la garderie d'enfants du village de recasement de Djibélor. Le don est essentiellement composé d'équipements scolaires et de jouets pour les tout-petits. Le geste est de l'association Oser, basée en Italie, Kaltongay. Une seule salle de classe pour 2 sections. Cette garderie accueille les enfants de Ziguinchor, Mamatoro et bien sûr de Djibélor, village de reclassement qui a besoin d'être appuyé régulièrement. Les parents des enfants sont souvent des parents diminués. La majeure partie aussi sont des jardiniers ou bien des cultivateurs. La situation ici est très délicate. Des équipements didactiques et des jouets au profit des tout-petits. Ce geste de l'association humanitaire Hauser, basée en Italie, est d'une haute portée. C'est grâce à une native de la région qui vit en Italie que ces bienfaiteurs ont visité cette localité. Ancien élève de l'école primaire du Saint-Sacrement, Ndeye Marie Ndiaye a voulu revivre le temps passé dans cette noble institution. En plus des fournitures scolaires remises à la direction, l'hôte spécial a décidé de parrainer 4 enfants. On voudrait que l'action-là soit pérenne, c'est-à-dire que beaucoup d'enfants puissent en bénéficier. En tout cas, qu'elle soit rassurée que tout ce qu'elle a remis ira aux élèves et uniquement aux élèves. De ce pas, je vais convoquer tous les parents de ces parrainés pour leur dire l'importance du geste de Ndeye Marie. Que donc la balle est dans leur camp et la balle est surtout dans le camp des enfants. Créé en 1951, cet établissement commence à sentir le poids de l'âge. L'école se trouve dans une zone marécageuse. À l'ouverture, au mois d'octobre, nous avons beaucoup d'eau. Mais avec ça, nous travaillons beaucoup. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est de trouver beaucoup de moyens pour réhabiliter vraiment cette école, qu'elle soit à la hauteur de son renom. Symbole de la bonne cohabitation religieuse, l'école du Saint-Sacrement a formé beaucoup d'élèves devenus cadres. Le pari de la gratuité des antirétroviraux gagnés au Sénégal. Ces ARV sont distribués au niveau décentralisé par les pharmacies régionales d'approvisionnement. À Fatick, certains prestataires déplorent quelques ruptures dans la fourniture de ces médicaments et la rareté des formes pédiatriques. La pharmacie régionale, elle, garantit qu'un stock de sécurité est toujours disponible. Reportage Omar Diaw. Le traitement de toute maladie suppose la disponibilité de médicaments. Dans le cas de la réponse au sida, il faut des antirétroviraux. Au niveau décentralisé, ces produits sont disponibles dans les pharmacies régionales d'approvisionnement. Concerne les ARV, les antirétroviraux, ils nous viennent avec leurs commandes trimestrielles. Ils font des commandes trimestrielles basées sur suivant une maquette et on leur donne en général minimum 1 mois de stock disponible. Au niveau district, à chaque fois qu'ils viennent faire leurs commandes, ils sont satisfaits. Il est souhaitable pour éviter les ruptures de traitement de disposer de façon continue de ces médicaments qui freinent l'évolution de la maladie. Il faut une disponibilité des ARV pour avoir une réponse satisfaisante. Mais aussi, il y a un autre problème. Il faut un accompagnement social des malades. Par rapport aux ARV qui sont fournis gratuitement, qu'il y a surtout à rendre plus disponibles, et en particulier les formes pédiatriques. Les formes pédiatriques quand même constituent une des difficultés. Au niveau de la PRA, on refute toute idée de rupture pour des produits aussi vitaux que les ARV. Par contre, les prestataires ont le devoir de surveiller l'évolution de leur stock pour faire leurs commandes à temps. Je suis un peu étonnée d'entendre que les ARV ne sont pas disponibles. Les ARV sont distribués
au district. Les postes de santé ne s'approvisionnent pas à notre niveau. Les médicaments peuvent engendrer des effets secondaires. La prise des ARV doit s'accompagner d'une bonne alimentation. Certains patients qui ont des problèmes pour s'alimenter, et assez souvent ils vous disent, vous les voyez avec un état général qui n'est pas très bon, et ils vous disent j'ai pas les moyens d'acheter de quoi manger. Quelquefois même ils vous disent je prends pas mes médicaments parce que j'ai peur de les prendre à jeun alors que j'ai pas de quoi manger. Donc il faut qu'on fasse tout pour appuyer sur le plan nutritionnel. Le paradoxe ici est que le moyen thérapeutique existe sans pouvoir être utilisé correctement du fait de l'indigence de certains malades. L'impossibilité de s'alimenter correctement et l'arrêt du traitement sont deux facteurs aggravants de toute maladie. Nous repartons au sud et nous reparlons du pèlerinage catholique de Temento. Et ce soir, c'est la forte affluence de cette 25e édition qui nous intéresse. Le dialogue islamo-chrétien aussi a été vivifié avec la présence du calife du Balantakunda. Reportage à Temento, Adam Ndion. Cette édition 2012 a connu un cachet particulier. C'est la première fois depuis 25 ans que le sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Temento accueille une autorité musulmane pendant la célébration de ce pèlerinage chrétien. Ici, le dialogue islamo-chrétien se porte bien. Ma présence ici aujourd'hui, c'est une fierté pour moi et pour tous les musulmans et tous les chrétiens et tous les croyants et les croyances. Parce que nous ici, nous sommes habités d'aller ensemble, les musulmans et les chrétiens. Dieu est la source de toute paix. Donc il n'y a pas de séparation entre musulmans et chrétiens. Nous cherchons tous la même chose, la paix, et avancer ensemble de commun accord vers Dieu. Pendant ces moments forts de la foi catholique, c'est surtout les jeunes qui se sont distingués parce qu'ils constituent la majorité des pèlerins. Et c'est dans la foi en Jésus-Christ qu'ils ont prié. On a beaucoup prié à Jésus et à Maman Marie. Ils nous ont donné la grâce et la paix, surtout en Casamance, dans ce monde. C'est un pèlerinage très spirituel. Nous avons prié. C'était dans la joie, dans la paix. Nous avons prié pour tout le peuple sénégalais. Nous avons prié pour les élections. C'est une belle ambiance qui est motivée par une démarche de foi. Surtout en ce temps particulièrement indiqué pour la prière, qui se trouve être le carême. Il y a également que c'est un dimanche, et qui dimanche dit jour de fête pour les chrétiens. Prier dans la joie et dans une ambiance festive, mais surtout dans l'esprit de partage avec les autres. C'est l'esprit de partage et je le vis comme un esprit de partage, je peux le dire, parce que nous sommes venus en pèlerinage, donc nous avons quitté nos maisons, nos familles, donc nous sommes venus ici. Je crois que si nous avons le peu de repas que nous avons, on doit le partager avec les autres. C'est avec une grande joie et une foi renouvelée au Christ que ces milliers de fidèles ont quitté le village de Temento. Prochain rendez-vous le 3e dimanche du carême de 2013. Les jeunes ont la foi. Ici, le dialogue islamo-chrétien est une réalité chez nous au Sénégal. Tenez, les jeunes leaders, par exemple musulmans et chrétiens, se tiennent la main dans la main. Ils veulent une participation effective dans le développement socio-économique du Sénégal. Ils ont mis en place une structure dénommée Mouvement des acteurs islamo-chrétiens. Les jeunes étaient face à la presse. Kalton Gueye a assisté à la rencontre. Un autre mouvement est né. Il s'agit de celui des acteurs islamo-chrétiens du Sénégal. Ce projet est porté par les jeunes leaders des différentes familles maraboutiques et foyers religieux musulmans, ainsi que les leaders du milieu associatif chrétien. Celle-ci se veut ouverte à tout leader qui se reconnaît dans les valeurs islamo-chrétiennes, car le mouvement des acteurs islamo-chrétiens du Sénégal est un prolongement d'une vision commune que les jeunes partagent sur le pays. L'idée de mettre sur pied un tel mouvement a germé dans nos esprits en début juin 2011. Au-delà de la nécessité pour les jeunes leaders de se regrouper autour d'une structure, ils veulent aussi contribuer à la bonne marche du pays. Le but est de
Favoriser la connaissance mutuelle des mouvements et associations des différentes confréries religieuses et de l'Église du Sénégal. Mener des activités de sensibilisation sur les problèmes qui touchent la vie des jeunes. Éveiller à l'évolution, œuvrer à l'éveil des populations et l'instauration d'un climat propice au dialogue politique et citoyen. Travailler pour la stabilité sociale de notre pays. Contrebalancer les structures et associations qui prônent les contre-valeurs au Sénégal. Étant une première dans la sphère sénégalaise, le mouvement des acteurs islamo-chrétiens du Sénégal compte jouer sa partition dans le développement et la stabilité du pays. Ce soir, nous fermons notre journal par le Kenya. Dans ce pays, des guerriers Maasai ont échangé leurs lances traditionnelles contre des battes de cricket. Le sport est devenu populaire. L'engouement est tel que les plages de Mombasa ne désemplissent plus. Entraînement matinal en bord de plage. Ces guerriers Maasai ont gardé leur tenue ancestrale, tunique rouge, collier de perles et broderies multicolores. Mais pour jouer au cricket, ils ont bien sûr troqué la lance contre la batte. Pour nous, c'est facile à jouer parce qu'on envoie la balle comme on envoie nos lances. Les protections qu'on utilise ressemblent beaucoup aux boucliers qu'on prend pendant les combats. Et même la batte est comme notre rungu, les massues dont on se sert. Après la plage, le terrain, le vrai, une préparation intensive de 2 mois, solidement encadrée. L'entraîneuse est une ancienne joueuse professionnelle de cricket. Certains de nos joueurs Maasai ont atteint le premier niveau d'entraîneur. Donc en plus des matchs, ils retournent dans les écoles pour enseigner aux enfants. Et puis ils font aussi de la prévention contre le sida. Joindre l'utile à l'agréable, pari réussi. Ce sport est pratiqué aujourd'hui dans 10 écoles primaires Maasai et 4 collèges. L'équipe assure aussi que le jeu améliore les relations de voisinage. C'est sûr que cela a aidé notre communauté. Les guerriers ne sont plus utilisés pour combattre les autres groupes et leur voler leurs animaux. Ils sont occupés à jouer au cricket. Tellement occupés que le prochain challenge est aujourd'hui de lever des fonds pour pouvoir participer à un tournoi en Afrique du Sud. Fin de ce journal. Tout à l'heure, retrouvez Memouna Ndir pour le journal de la campagne. Juste après, vous avez rendez-vous avec Omar Ning dans le magazine Parlons Programme. Un peu plus tard, Aïssatou François Sec vous sert le journal du soir. C'est fini pour le grand journal. Merci. Merci de vous intéresser à ce que nous faisons. Bonsoir.